Exemple, CD dire. C'est toute une petite gymnastique que vous devez adopter. Alors, maintenant, c'est bien, mais dire un certain nombre de paramètres. Alors, vous allez sur Microsoft, vous tapez dire, vous avez toutes les commandes avec leurs paramètres. Alors, toutes ne sont pas à comprendre ni à apprendre. D'accord? Là, on va apprendre certaines, mais vous avez toutes les paramètres. Et pour avoir l'information, vous tapez la commande slash point d'interrogation. Dire slash point d'interrogation vous donne toutes les informations. Par exemple, si je fais, c'est quoi? C'est si je fais un dire, non. Vous voyez ici, il y a des majuscules. Normalement, si je fais dire, il m'a tout mis en minuscules. Vous avez vu? Je suis en majuscule sur mes deux premières lignes. J'ai des lettres majuscules un petit peu partout. Voilà un paramètre. Alors, le slash L, je vous l'ai pris comme ça parce que c'est visuel, hein, mais c'est peut-être pas le plus important. Généralement, on se limite à dire. Donc, on a vu dire, changement de directory CD, CD avec le nom du dossier derrière. CD, est-ce qu'il y a un autre dossier, un dire? Et ainsi de suite. Je peux descendre jusqu'à la fin. Je descends. Et j'en ai encore. Voilà, je suis arrivé au bout. D'accord? CD, je me balade. Pour remonter, CD, point, point. Pour remonter la racine, CD, anti-slash. Pour obtenir de l'aide, CD, slash, point d'interrogation. Quand vous avez un espace dans un nom de dossier, c'est pour ça que je vous fais mettre des soulignés. Ah bah si, j'ai programme file. Si je fais CD, P, automatiquement Windows, si vous faites la tabulation, met des doubles cotes. Si vous le tapez à la main, vous devez mettre des doubles cotes s'il y a un espace. D'accord? Et je vais bien dans programme file. Sinon, ça me fait... Ah bah ça marche bien maintenant. Oh, c'est merveilleux.
Normalement, ça ne marche pas. Dans des scripts, ça ne marche pas. Vous risquez d'avoir des surprises. Donc, vous prenez l'habitude de mettre des doubles cotes. Avant, on avait une erreur parce qu'il ne trouvait pas programme dans sa liste de dossiers. D'accord? Bon, gardez l'habitude de mettre des doubles cotes. Ensuite, je vais revenir ici. Je vais sur le A. Donc, je vais sur le A, je tape la lettre de point, je suis sur le A. Je vais créer un dossier. mkdir, make directory. Ou md, make directory aussi. Vous avez deux façons de créer un dossier. mkdir ou md. Ça, c'est pour vous balader dans les dossiers. Voilà. Donc, si je reviens ici, j'ai bien dans l'explorateur A2 qui est ma lettre de lecteur USB, le dossier xamp underscore BTS SEO, le dossier MySQL, le dossier bin, dans lequel j'ai tous mes programmes qui vont bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Donc maintenant, si jamais je vous remets point, chemin, truc, vous allez vous y retrouver. Vous avez compris. Le point représente la lettre, la racine, et derrière, il y a le chemin. Si je vous mets chemin, vous êtes capable de voir que dans votre lecteur, votre explorateur, chemin, ça n'existe pas. Sauf si je crée un dossier chemin. Ok. Est-ce que vous connaissez le rôle des extensions? Pardon? Ajouter des choses? Non, je parle des fichiers Windows, les extensions dans les fichiers Windows.
Par exemple, ici, si je prends MySQL, le dossier MySQL, vous voyez, j'ai des DLL. J'ai des .exe. J'ai des sans extension. J'ai des PL. J'ai des .ini. Si je vais dans Windows, j'ai des dossiers, j'ai des applications, j'ai des DLL, j'ai des BID, des BIN, des dates, des tags, des XML, des .ini. J'ai même un fichier de commande Windows. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Si je vous dis XLS, DocX, PDF, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'est des extensions de fichiers. L'extension de fichier permet de savoir à quoi correspond un fichier. Un .doc, ça s'ouvre avec Word, mais c'est un traitement de texte. XLS, ça s'ouvre avec Excel, c'est un tableur. Un PDF, c'est un fichier Acrobat Reader. Une DLL, c'est une bibliothèque dans Windows. Un .exe, c'est un exécutable. Un PL, c'est un fichier Perl. Un PY, c'est un fichier Python. Un .c, normalement, c'est un fichier en C. Un PAS, c'est un fichier Pascal. Ça vous aide à savoir à quoi correspond le fichier. Alors ce matin, je vous ai dit de travailler avec mysql.exe. Donc c'était un exécutable. D'accord? Je reviens sur ma console et je lance mysql.exe. C'est bizarre, ça marche pas. Pourtant, si je lance notepad.exe, ça marche. Est-ce que quelqu'un a une idée du pourquoi du comment? Oui, vas-y. Bah si, tu l'as lancé ce matin. Moi, je peux aller... Tu vois, il est là. Je l'ai bien, mon exécutable. Et pourtant, il faut que je sois dans le dossier. Si je le lance, ça fonctionne. Il ne dit pas qu'il est inconnu. Et là, le serveur n'est pas lancé, hein, donc c'est normal. Non, on peut prendre autre chose. On peut prendre n'importe quel exe. Tous ne sont pas exécutables directement. Parce qu'on a indiqué le chemin.
Windows ne connaît pas les chemins. Ce que l'on vient de faire là, CD, machin, truc bidule, sauf ceux qui sont définis dans la variable path. Ah, c'est quoi cette variable? Ben, c'est toute la liste des chemins pour accéder au logiciel. Par exemple, si j'en prends un, par exemple ici Microsoft SQL Server, je sais que je vais aller voir dans D2 points, programme file, Microsoft SQL Server, client SDK, ODBC, 170, tool, bin. D'accord? Et ça, toutes les machines Windows en ont un. Tout à l'heure, on a été voir la gestion du logiciel, de Windows. Et là, on va aller voir les propriétés. Quand vous faites propriété sur l'ordinateur, vous avez votre version. Windows 10 professionnel, normalement, pour tout le monde. Le système, donc la marque de la machine, s'il est reconnu. Le modèle, s'il est reconnu. Le processeur. La mémoire installée. Le type de système. Stylet et fonction tactile, si c'est une tablette. Le site web. Le nom de l'ordinateur, le nom complet. Le groupe de travail. Ou le domaine. D'accord? Et l'ID du produit. Ça, c'est la base. Vous avez les gestionnaires de périphériques. C'est là qu'on voit tous les périphériques qui sont installés sur cette machine. Par exemple, j'ai des appareils mobiles, j'ai un téléphone, j'ai une caméra, j'ai une carte Bluetooth, ma carte graphique, c'est une Nvidia, ma carte réseau, c'est une Realtek, et pour le Wi-Fi, c'est une Qualcomm. D'accord? Et ainsi de suite. Paramètres d'utilisation à distance, c'est vous autorisez les connexions à distance ou pas. La protection du système, c'est pour restaurer, entre autres. Et paramètres système avancé. Et là, vous avez un certain nombre de choses. Vous avez les performances, c'est pas ce qui va nous intéresser. Démarrage et récupération, c'est pas ce qui va nous intéresser. C'est les variables d'environnement. Et ça, les développeurs vont en avoir besoin, à mon avis, pour installer certaines petites choses et savoir ce qui est installé. Entre autres, s'ils font du Java. Vous avez les variables et leurs valeurs. Par exemple, mes fichiers temp se trouvent dans C-user, etc., etc. D'accord? PyCharm Community Edition se trouve à cet endroit-là. Donc, quand je vais taper un programme, il va aller voir s'il connaît le chemin. S'il peut lire ce dossier. Ensuite, on a des variables système. Par exemple, une très importante, c'est Java Home, où se trouve Java. Donc, quand vous mettez à jour, il met à jour cette variable-là. D'accord? Le nombre de processeurs, vous pouvez la trouver là. L'OS, vous le trouvez ici. Et vous voyez ici, paf. Ce sont les programmes qui ajoutent
directement les informations dans le PAF. Mais certains ne le font pas. D'accord? Et je peux modifier mes chemins. Et par exemple, je fais nouveau. Et on a dit que c'était deux points WAMP underscore BTS SEO MySQL slash bin. OK. Et il me dit que j'en ai déjà trop dedans. Donc je ne peux pas la rajouter. Ça, c'est merveilleux. Donc vous verrez que par moment, Windows est limité. Et même très limité. D'accord? Donc, où je fais du ménage, ici, c'est-à-dire que je supprime celles qui ne me servent à rien. S'il y en a qui traîneraient, par exemple celle-ci, je peux supprimer. Celle-ci, non, celle-là, je vais la garder. Et je peux essayer d'en mettre une nouvelle. Toujours pas. Donc à première vue, je suis trop loin pour qu'il puisse travailler. Donc à première vue, je ne peux rien rajouter. Je suis très embêté. D'accord? Donc dans ce cas-là, on va voir s'il n'y a pas moyen de retourner en ligne de commande. Google est mon ami, hein. Hop, poum. Et Microsoft aussi. Alors, la commande. Hop. Donc on a dit D, 2 points.
bin, point virgule. J'ai rajouté le chemin à mon PAF et maintenant MySQL exe fonctionne. Bon, là, c'est pas connecté, mais ça fonctionne. En clair, vous avez vu, en passant par Windows graphique, il ne voulait pas. En passant par la ligne de commande, c'est passé. D'accord? Et je l'ai bien en premier. D.xambts.sio MySQL bin. Vous voyez comme quoi c'est important de savoir utiliser les lignes de commande. Et j'ai bien tout à la fin. C-user wfadmin.net tools. Et j'ai bien la même chose ici. Il ne m'a pas supprimé des lignes à la fin. Alors qu'il me disait que je dépassais les 2047 caractères. D'accord? Donc c'est très important que vous sachiez utiliser ça. Donc là, vous avez un certain nombre de choses à savoir lire. Parce que ces données ici, dans les variables système, vous pouvez les récupérer dans vos programmes. Par exemple, normalement, si je programme en Java et je veux contrôler qu'il y a un Java d'installer sur la machine, je vais aller voir la Java Home, ici. D'accord? Ensuite, j'ai besoin de la version, au minimum, de la version 8. Ben là, déjà, normalement, je peux déjà dire que si j'analyse rien que ça, je sais que je peux travailler ici. Parce que je suis en version 11 et j'ai bien une version installée. Après, il y a d'autres contrôles à faire. Hein. Mais déjà, rien qu'avec ça, je sais déjà que ça peut fonctionner. Pour des utilisateurs particuliers. Le PAF que je viens de faire en bas, je peux le faire ici aussi. D'accord? Là, j'ai plus de place. D'accord? Mais ça ne s'applique qu'à l'utilisateur. Or, moi, le MySQL, je voulais qu'il soit valide pour tous les utilisateurs. Comprenez la différence? C'est-à-dire que sur une machine, vous pouvez avoir un PAF pour l'ensemble de la machine et un PAF par utilisateur. Par exemple, si je prends une machine sur laquelle deux personnes se connectent parce qu'il y en a une qui travaille le matin et une l'après-midi, elles font le même métier, c'est des comptables, mais par contre, il y en a une qui a un logiciel supplémentaire. Au niveau du PAF utilisateur, je peux très bien lui rajouter le lien vers son logiciel, enfin le chemin vers son logiciel. Par contre, l'autre, elle pourra toujours essayer de le lancer via une commande manuelle. Elle ne le verra pas. D'accord? Vous voyez ici, j'ai nom de l'ordinateur, groupe de travail. Ce sont aussi des variables que je peux récupérer en programmation. C'est des variables que je peux récupérer
sur le réseau. Maintenant, on va regarder un petit peu les commandes qui existent, les plus importantes. Alors pour les gens du réseau, ARP, je les donne comme ça. Ça vous montre les liens qui existent entre les différentes machines qui ont pu passer chez moi. Là, j'en ai pas beaucoup. J'en ai même aucune. Non, j'en ai aucune, puisque 254, ça doit être moins. Alors, une commande que tout le monde doit connaître, IP pour récupérer son adresse IP. J'ai pas de réseau. Où est mon adresse IP? Et vous voyez ici, carte réseau sans fil. Ici, mon adresse, c'est 172 16 11 16 10 100, pardon. D'accord? Ça, c'est mon adresse IP. Toutes celles qui sont avant, c'est si j'avais une carte Ethernet, ici, j'aurais une adresse, parce que j'ai 169 254, et ça, c'est une adresse APIPA, qu'on verra quand on va faire le réseau. C'est une adresse interne à la carte. C'est pour permettre, quand vous n'avez pas de réseau, de pouvoir communiquer entre les différents ordinateurs. Ça, c'est ma carte réseau de VirtualBox. Pourquoi je le sais? Parce que je le sais. Là, c'est déconnecté, là, c'est déconnecté. D'accord? Et si je retourne à mon ARP, vous voyez, 172, 10, 100. Hop, j'ai aucune adresse, à part 254 et 255 qui sont du broadcast. J'ai rien, j'ai pas de connexion chez moi. Ensuite, moi je vous conseille, c'est d'aller regarder un œil sur toutes les commandes. Hein. Donc, CHDIR, c'est la même chose que CD. D'accord? CHK, DSK. Vous avez un problème sur votre disque dur. Il vous le contrôle. D'accord? À utiliser avec parcimonie. Et ça se lance sur le disque. Si j'avais lancé sur le C, il m'aurait peut-être pas dit la même chose. Et surtout, il n'aurait peut-être pas été aussi rapide. Je me suis mis sur la clé, c'est pas pour rien. D'accord? Clean. À ne jamais utiliser. D'accord? Je vous le dis tout de suite. Je veux effacer mon écran. CLS. Je veux ouvrir une console. CMD.
Je veux copier un fichier. Copie. Alors, c'est lequel qui va me mettre de copie de BT. Mais il est où? Ah oui, non, c'est la directory, non. .exe en donc il va me le copier. Après, je peux mettre des chemins devant. Je peux copier d'un dossier à un autre, d'un disque à un autre. D'accord? Votre ordinateur n'est pas à jour. Vous pouvez changer la date. Time. Votre ordinateur n'est pas à l'heure. Vous pouvez changer l'heure. Del. Pour supprimer un fichier. On verra ça après, celui-là. Je vais quitter ma console. Ouais, tiens. Ah non, j'en avais lancé deux, je crois. Exit. La commande find. Elle vous permet de rechercher du texte dans un fichier. C'est-à-dire que vous avez la fonction recherche de Windows. D'accord? Par moment, ça n'a pas l'air très performant. Vous pouvez essayer de passer par là pour retrouver du contenu de fichier. Il y a un paquet de paramètres. Je ne vais pas tous vous les donner pour ne pas vous endormir plus, mais vous pouvez faire ça. Je ne connais pas mon ordinateur. J'ai son nom.
MSFO32 vous affiche les informations système et toutes les informations système. Par exemple, le mode BIOS, je suis en UEFI, je ne suis pas en Legacy. Mes fuseaux horaires, Paris-Madrid. Si je peux faire de l'hyper-V, donc de la virtualisation. Si j'ai des conflits. Ça, c'est très vieux, les IRQ. Mais ça existe encore. Mes composants. Tout ça, ce sont des commandes qu'il faut connaître à minima. Donc Oscar pour les extensions nous dit qu'elles indiquent à Windows quels programmes peuvent ouvrir ces fichiers. C'est vrai aussi. Un doc s'ouvre avec Word. Non, ça on verra dans la partie réseau. Par exemple, une autre commande. Actuellement, j'ai un certain nombre de connexions ouvertes. Beaucoup sont internes, certaines sont externes. Vous voyez, j'ai du HTTP qui est externe. Et si je cherche, à mon avis, je dois trouver le serveur Microsoft quelque part ici. Ça me permet aussi de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui me pirate. Paf, on l'a vu. Commande que tout le monde devrait savoir faire pour voir s'il a du réseau et la qualité de son réseau. Ping. Ping dans Windows envoie 4 requêtes. En Linux, il vous en envoie jusqu'à temps que vous lui demandez d'arrêter. Pour faire la même chose, je précise -T. Et là, il va tourner en boucle. Et là, je vois que les temps sont raisonnables. Je suis inférieur à 10 millisecondes les 3/4 du temps, c'est pas trop mal. Ça ne veut pas dire que j'ai de la vitesse. C'est la qualité là pour le moment. Et c'est la qualité de base. D'accord? Je peux renommer un fichier. CTRL-C pour interrompre.
Donc je copie en hold. Et je vais renommer. Et si je lance Teotihuacan, il me relance MySQL. C'est le même programme, mais avec un nom différent. Et là, je ne vous parle pas parce qu'on verra ça en partie réseau. Hein. Une autre commande. Net. Et vous avez un certain nombre de choses. Net user, qui vous donne les comptes utilisateurs sur l'ordinateur en local. Ça ne concerne que le local, pas le domaine. J'ai l'administrateur, j'ai un défaut compte, j'ai un gelco user, j'ai un invité, j'ai un WAF admin et j'ai un W account. D'accord? NetAccount vous donne les informations sur le compte. Fermeture forcée de la session après expiration, jamais. Durée de vie minimale d'un mot de passe, 0. Durée de vie maximale du mot de passe, 42 jours. C'est-à-dire que tous les 42 jours, il me demande un changement de mot de passe. Je peux le changer, ça. Hein. Nombre de mots de passe antérieurs à conserver, aucun. Je veux pouvoir toujours mettre le même si je veux. Durée de verrouillage, 30 au bout de 30 minutes. Fenêtre d'observation du verrouillage. Hein. Rôle de l'ordinateur, c'est une station. Ah oui, pardon. Ah oui, donc, je fais n'importe quoi. Netchar me montre les partages de ma machine. Alors, vous savez peut-être pas, mais tous vos disques sont partagés par défaut. C'est-à-dire que si nous sommes sur le même réseau, je peux essayer d'attaquer votre ordinateur sans que vous le voyez. Dès que votre ordinateur apparaît dans l'explorateur, dans la partie réseau, bon, je suis tout seul. Mais dès que je vois ça, je peux essayer de l'attaquer. C'est-à-dire que je fais
rentre son nom. Et j'entre un partage caché, un partage système. S'il n'est pas protégé, bon, là je suis en local, d'accord? Mais s'il n'est pas protégé, ça donne ça. Là, je suis sur ma machine à travers le réseau. Bon, je boucle. Hein. Je peux très bien prendre Windows, clic droit, supprimer. Sans que vous vous en aperceviez. Enfin, si vous allez très vite vous en apercevoir, hein, vu que Windows il va plus marcher. Donc, faites très attention quand on vous demande de partager votre ordinateur sur un réseau. Vous savez, vous avez peut-être déjà vu quand vous lancez l'Explorateur et qu'on vous demande de partager votre ordinateur sur le réseau. Ben, il faut répondre non. Pour le cacher. C'est l'heure de goûter? Faites très attention à ça. N'autorisez pas tout et n'importe quoi. Quand votre pare-feu vous propose des choses, vous les lisez. Généralement, en réseau public, on refuse. D'accord? Réseau privé ou domaine, on accepte. Mais réseau public, on refuse. Si je prends un ordinateur ici, je vais dans le réseau, je fais oui. J'appuie. Je vois le NAS, d'accord? Je vois une imprimante, je vois un Windows 10, je ne sais pas qui il est. Et tant qu'il trouve d'autres choses, d'accord? Je vois tout. Donc si, simplement parce que j'ai activé la visualisation sur le réseau. Donc moi je suis au McDo, je vois ça. Je vais essayer de me connecter. Et si il n'est pas verrouillé, je vais rentrer. La première vue, il est bien protégé, donc je ne peux pas rentrer. D'accord? Donc faites très attention au partage. On peut profiter de votre fou rire là? On peut profiter des partages qui sont cachés. Et le plus petit informaticien connaît ces partages. Maintenant, vous les connaissez. D'accord? Donc, vous prenez votre ordinateur, vous le protégez bien et vous activez le partage. Et vous regardez ce qu'il y a autour de vous. Et je suis à peu près certain que vous trouverez, je vous demanderai de ne pas faire de conneries, mais vous verrez qu'il y a certainement un ou deux PC que vous pouvez facilement
pirater. D'accord? Il y a plein d'options dans Net. Je vous laisse les découvrir. Vous voulez savoir, connaître les commandes que vous pouvez faire en ligne de commande. Vous tapez help. Alors, si vous tapez help, tout simplement, ça va vous afficher tout de suite la fin. Hop. Si vous voulez avoir un défilement propre, c'est help, Alt-GR 6, donc la barre verticale, mort. Et vous avez une pagination. Et là, vous avez les commandes principales pour la ligne de commande. Il y a des choses que vous n'utiliserez jamais. Il y a des choses que vous utiliserez. Par exemple, vous voulez faire une blague à un ami. Hein, vous pouvez très bien créer un petit script qui va se lancer à telle heure et qui va faire un shutdown. Vous devez la commande pour lancer à telle heure et la commande shutdown et ses paramètres. C'est tout ce que vous avez à connaître. La commande pour le shutdown, c'est shutdown. D'accord? Donc ça, c'est pas très compliqué. Et la commande pour lancer une commande à une certaine heure, c'était AT dans le temps. Sinon, maintenant, c'est SCH-TAS-KS. Et puis, vous mettez ce qui va bien derrière. Là, j'ai listé toutes les tâches qui étaient en cours. Hein. Donc, vous regardez. Ah, Google et Microsoft sont mes amis. C'est une blague pas trop méchante, mais que vous pouvez faire sur tous les PC. Je vous interdis de la faire ici. C'est clair. Si jamais j'entends quelqu'un qui râle parce que son ordinateur s'est éteint parce qu'on lui a fait la blague, je serai très méchant. Si j'entends un prof
dire ah ouais, mes ordinateurs se sont éteints parce qu'il y a un plouc qui a fait la blague du siècle, ça va très mal se passer. Si vous voulez la faire, vous la faites à l'extérieur. On est d'accord? Tu pars à quelle heure? Qui est-ce qui a commencé à regarder les outils que je lui avais demandé? Sysinternal. Ok. Bon. Personne n'a regardé. Oui, regardez. Les outils Sysinternal. Avec un PS exec, par exemple. Ok.
que je viens de lancer à l'écran, c'est un explorateur de process. Ça me dit tous les process qui tournent sur ma machine. Par exemple, Teams tourne ici. D'accord? Et j'ai un certain nombre de choses. Des choses qu'on retrouve et que je peux utiliser. Comme son chemin. D'accord? Ses performances. Ses droits. D'accord? Son environnement de travail. Les travaux en cours. J'aurais peut-être pas dû cliquer là. Il y a un certain nombre d'informations qui s'afficheront quand elles pourront. Alors, pourquoi je vous montre ça? Alors qu'on était dans l'interpréteur de commande. Parce que par moment, vous allez avoir besoin voilà, vous avez des choses pas très lisibles. Vous allez avoir besoin de retrouver l'un avec l'autre. Il arrive que dans Windows, il y ait des processus masqués. Et que l'explorateur de fichiers ne montre pas. Même en ayant appliqué afficher les fichiers masqués. Ça arrive, c'est très très rare, mais ça arrive. Par contre, normalement, l'invite de commande vous permet donc ici vous avez le chemin. Eh bien, tout simplement, je me mets ici, je prends le chemin, je fais et je colle avec le clic droit et je fais entrer. Et j'arrive dans le dossier qui va bien. L'invite de commande est là pour vous aider. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire en dehors de l'invite de commande. Votre machine ne démarre plus, ou il y a un problème avec un plantage. Normalement, vous avez toujours un redémarrage en mode sans échec qui peut vous aider à corriger. On va vous proposer avec réseau, sans réseau, etc., etc. Et vous avez en ligne de commande. Et si vous ne savez pas vous guider dans les chemins, si vous ne savez pas un minimum de commandes,
Vous allez être très ennuyé. Donc le Process Explorer, ça a aussi une utilité pour les développeurs. Vous voyez, j'ai la CPU. J'ai créé un programme, je le lance, ça me permet de voir la CPU qui est utilisée par le programme pour voir s'il ne boucle pas, si... Mais ça me dit aussi qu'est-ce qu'il utilise comme mémoire. D'accord? Je sais pas ce que c'est, mais... Ah si, c'est anti-malware, service exécutable. Vous voyez, il est un peu gourmand en mémoire. Et ici, j'ai les plus gros consommateurs à l'instant T. Attention, c'est de l'instant T. Je peux très bien avoir au démarrage d'une application, une application qui va me prendre 20% de CPU, mais pendant 10 secondes. Et après, elle retombe à 0. Pour les réseaux, ça peut être aussi un indice. Une application, un process dont on ne sait pas très bien d'où il sort et qui consomme beaucoup de CPU et peut-être beaucoup de réseaux. Peut-être s'inquiéter un petit peu. Donc vous voyez le nombre de services qui sont utilisés actuellement. Il y en a un paquet. J'ai 248 process. Donc ici, c'est fermé. Je ferme. Hop, ici, je ferme ça, je ferme ça, je ferme ça, ça. Alors, on me demande comment c'est le gestionnaire de tâches. Ça y ressemble. Sauf que là, vous avez une généralité. Et là, vous avez process par process. Ah, il ne m'affiche plus le nombre de process. Vous avez une toute autre vision. Là, c'est la vision Microsoft. Et là, c'est la vision plus à l'intérieur de la machine. Je suis à 249. Hop. 244. Et vous voyez ici, ça descend. Fermez ça. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais... Ben non, c'est D. Je pensais que c'était pour ma clé que j'avais changé de lettre, mais non. Première vue...
Donc ça, c'est à l'instant T. Et vous avez vraiment process par process. Donc, ça, ce sont des outils que vous devez connaître. Il y en a plein d'autres, hein, des outils que vous devez connaître. Mais commencez déjà par cela. Alors ça, vous pouvez l'installer sur votre machine et regardez comment vit votre machine. Par exemple, bon week-end. Ici, vous avez la liste des services qui tournent. Ici, vous avez des processus en arrière-plan. Vous ne savez pas où aller les chercher. Vous pouvez toujours essayer, mais il y en a certains, vous ne trouvez pas où c'est. Qu'est-ce qui est encore intéressant? Il apporte pas grand-chose de plus. Donc vous avez des outils ici qui sont beaucoup en ligne de commande aussi. D'accord? Alors, maintenant, pourquoi je vous parle des lignes de commande? Bon, déjà parce que ce matin, j'ai vu que vous aviez du mal, mais parce que vous serez certainement amené à faire des scripts. Alors, il y en a certains qui vont faire du PowerShell, d'accord? Mais d'autres vont faire du batch. Et par moment, le batch est nettement plus rapide, même si c'est très lent, nettement plus rapide à écrire que de réfléchir du PowerShell. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une routine. Par exemple, sur chaque machine, j'ai une copie à faire d'un dossier vers un autre dossier, pour de l'archivage, par exemple. Je ne vais pas passer mon temps sur chaque machine. Je vais créer un petit batch qui va le faire pour moi. Je vais déployer ce batch sur toutes les machines et lui dire qu'à telle heure, tu l'exécutes. Ça sert à ça, les lignes de commande aussi. D'accord? Donc, je sais bien qu'à première vue, j'ai perdu la moitié des gens depuis au moins 1 heure.
Mais bon, sachez que un certain nombre d'entre vous vont avoir ce problème-là. Mais entre autres, peut-être bien la semaine prochaine. D'accord? Vu l'attention que j'ai eue, j'ai envie de savoir si vous avez tout compris et tout retenu. C'est écart, c'est ça? Vous éteignez les ordinateurs? Vous rangez vos petites affaires et dès qu'il est écart, vous rentrez chez vous. Ouais. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Oui. Je suis en train. C'est long. Et je vais passer mon week-end à finir de corriger. Ah, au fait, je vais mettre vos notes. Hein. Toutes les notes. Toutes les notes. Mais les notes SQL ne compteront pas puisque j'ai vu que je pouvais ne pas les rentrer dans la moyenne. Mais vous aurez vos notes. Oui. Elles seront dans la liste. Non. Moi, je sais plus. Dans l'autre groupe, c'est une catastrophe et ici, j'ai fait que lire vos trucs. J'ai pas encore noté. Ouais, en SQL. Ailleurs, le reste, à première vue, ça a l'air d'aller. 10 pour le moment, mais pour l'autre groupe. Vous, voilà comment je corrige les copies. Je les lis d'abord. Je lis un petit peu ce que vous avez mis. D'accord? Pour avoir mon échelle de notation. C'est-à-dire que je ne vais pas noter de la même façon si c'est catastrophique pour tout le monde que si c'est rien. Si c'est catastrophique pour tout le monde, je vais essayer de trouver les points, d'accord, pour tout le monde. Si je vois que un certain nombre d'entre vous ont réussi et que d'autres n'ont pas réussi, je vais être honnête. Enfin, honnête. Je suis toujours honnête, mais je vais pas tirer vers le haut. Enfin, pas tirer. Je vais toujours tirer vers le haut, mais beaucoup moins que si je vois que tout le monde a fait une catastrophe. D'accord? Mais d'abord, je lis pour savoir mon échelle de notation, pour savoir si je dois être strict, si je dois être lâche, ou si je dois pleurer dans mon coin. Ah bah SQL, c'est déjà fait. Hein. Mais c'est pas de votre faute, hein. C'est pour ça que je ne veux pas la mettre dans la moyenne. Je leur ai expliqué que je vous reprenais, je m'attendais à beaucoup de choses, mais bon, je vous reprends quoi. Par contre, là, sur l'exercice de ce matin, je vous le prépare. Vous avez intérêt à le travailler. Bah, le TP de ce matin. Ah, c'est pas celui-là qui sera noté. Ouais, et là, je vous le prépare. Parce que pour moi, ça sera acquis. Hein. Oui. Oui. Non. Les TP sont là pour ça. C'est pour ça qu'il y aura une note coefficient 1, pas sur ce TP-là, mais sur le suivant. Par contre, vous aurez un devoir sur papier pour du SQL, parce que là, vous lisez bien les deux documents que je vous ai donnés et vous faites tous les TP, vous le faites une fois, 2 fois. Après, ça devrait être automatique. Mais à partir du prochain contrôle, c'est je sais pas. Hein. C'est bon, c'est pas bon. Hein. Donc une faute de frappe, la commande est fausse. Ah bah oui, non mais c'est du S. En plus, avec Madame Ovanessian, c'est comme ça aussi. Hein. On peut avoir des idées et pas forcément à un détail près réussir à les réaliser.
Alors, Il a une bonne protection. en devoir à la maison, je note pas comme ça. J'ai fait une faute de frappe, j'ai fait une faute de... C'est à la maison. En devoir surveiller, c'est-à-dire que je vous considère comme étant un examen final. En examen final, si on vous pose une question sur du SQL, ça doit être juste. C'est pas à moitié juste ou à moitié pas juste, c'est juste. Vous avez 0 ou 1. C'est du binaire dans ce genre de choses. Bah ouais, mais moi je vous mets en situation d'examen tout de suite. Comme ça, au moins, vous avez, vous n'êtes pas déçu le jour de l'examen. Ouais, pourquoi vous êtes déjà en situation d'examen alors qu'on a même encore un an l'année prochaine pour comme ça? Et je vous mets pas beaucoup en situation d'examen. Hein. Par contre, en SQL, il n'y a pas grand-chose à connaître. Vous pouvez nous mettre pas du tout, carrément. Ouais, mais il n'y a pas grand-chose à connaître. Donc, c'est ne pas savoir faire de SQL, c'est pas possible, quoi. Vous n'avez pas assez, il n'y a pas de truc sorcier, surtout si c'est que du select. Après, oui, quand vous faites de l'insert, de l'update et compagnie, oui, ça peut être un petit peu plus compliqué. Quand vous allez voir les jointures, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais là, sur le select, même avec une jointure derrière, quoi, c'est pas la mer à boire. Par contre, oui, quand vous allez faire du développement C# et compagnie, oui, là, vous allez pleurer, oui. Par contre, le SQL, il n'y a pas grand-chose à connaître. Je vous ai pratiquement mis tous les verbes principaux dans le document. Vous les connaissez, vous regardez la syntaxe. En plus, je vous ai donné un moyen voilà, merci, pour vous souvenir de dans quel ordre ça se met. Une fois que vous savez cet ordre-là, vous savez tout faire. Vous savez tout faire. C'est le langage SQL, c'est l'un des plus simples qui existent. Et je vous ai dit, vous écrivez votre phrase. Je veux. Je sélectionne. Vous faites-la en français sur votre brouillon. Et après, vous mettez select, machin, truc. Vous traduisez ce que je vous ai mis dans le TP. Vous le traduisez de manière avec un sujet, un verbe et puis les compléments. Et normalement, en 3 minutes, vous avez quasiment tout fait. Ça va très vite. Surtout qu'en plus, c'est quasiment toujours la même chose. Écart. Hein. Écart, c'est écart. Hein. Non, non, mais je vois que tout le monde se lève. Non, non, c'est écart, écart. Hein. Donc lundi, vous êtes en distanciel, vous. Je mets des choses à disposition sur It's Learning ou sur l'ENT. Allez-y très souvent parce que je ne travaille pas que le lundi et le mardi et le vendredi. Par exemple, hier, j'ai fait tout le TP de SQL, ça m'a pris toute la journée. Ouais. Ah oui, parce qu'il faut que j'écrive une phrase à peu près français, que je teste, que je fasse la notation, que je récupère la... et que je vous dise si c'est bon ou pas après. Parce que je teste, je fais l'exercice. Allez, bon week-end tout le monde et bonne semaine. Bon week-end. Au revoir. Merci à tous, bon week-end.